Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale animée conjointement avec Hanan Seissi, une émission consacrée au 65e anniversaire de la première explosion nucléaire française dans le Sahara algérien. Une explosion suivie d'une série d'autres explosions tout aussi désastreuses, tant sur les populations que sur l'environnement. En plus du Grand Sahara algérien, notamment Reggane, Adrar, Iniker, Tamanrasset, l'impact de ce crime va bien au-delà des frontières algériennes. Au moins 26 États africains du Sahel, notamment, ont été victimes de la radioactivité. C'est dire l'ampleur de ce crime colonial, crime d'État contre l'humanité aux multiples dimensions sanitaires, historiques, politiques, juridiques et médiatiques, notamment. Plusieurs questions restent en suspens. Et notamment la décontamination et l'indemnisation des victimes 65 ans après. La France persiste dans sa politique de deux poids deux mesures. Ces questions sont au cœur de cette émission. Avec nous pour en parler, maître Fatma Zohra Benbrahim, avocate militante des droits de l'homme, professeur Ammar Mansouri, professeur en nucléaire et spécialiste en crime ou du crime nucléaire. Il interviendra au téléphone. Nous allons avoir aussi monsieur Ahmed Din Roudban, spécialiste en médecine nucléaire. Nous aurons également le témoignage de Jean-Marie Collin, directeur de ICANN France, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017. Et pour commencer, chers auditeurs, je vous invite à écouter cette rétrospective sur les faits avec Hajar Msaoudi. Il y a 65 ans, la France effectuait la première de ses explosions nucléaires atmosphériques. Gerboise bleue est le nom attribué à cette explosion chaotique. 70 kilotonnes de TNT, 4 fois plus puissante que celle de Hiroshima et Nagasaki. L'opération s'est déroulée à El Hamoudia, à quelques dizaines de kilomètres de Reggane, dans le Sahara algérien. Les périmètres touchés par les radiations dépassent largement les 700 km de diamètre. Des décennies plus tard, les habitants de la région vivent toujours avec les effets des retombées de ces explosions nucléaires. Les chiffres sont terrifiants, plus de 42 000 victimes, souffrant de cancer, de cécité, l'on compte d'innombrables cas de malformations et autres pathologies liées à ce crime de la France coloniale. Depuis le 13 février 1960, la vie des populations de ces régions a basculé en raison de la catastrophe sanitaire et écologique engendrée par le programme nucléaire militaire français. Les explosions ont duré 6 ans jusqu'en 1966. Au moins 16 explosions atmosphériques et souterraines ont été opérées. La France, jusqu'à ce jour, ne veut pas reconnaître ce crime, alors que les appels de l'Algérie se multiplient, demandant à la France de reconnaître ces crimes et réclame réparation, à travers notamment la décontamination des zones touchées des déchets de son industrie nucléaire militaire indignement enfouis sur le sable pour cacher les preuves de ce qui s'avère être un véritable crime contre l'humanité. Et pour la décontamination, on a besoin de localiser les sites. Aujourd'hui, tous les documents restent classés secret défense, confidentiel défense. Maître Benbrahim, une première question qui me vient à l'esprit. A-t-on le droit de garder secret des documents aussi importants au détriment de vie de autant de populations d'une zone aussi large en Afrique, Maître Benbrahim? Eh bien, je dirais que les textes juridiques sont tout de même abondants dans ce sens. Et que la loi qui porte sur les archives est une loi qui a divisé en tranches les différentes catégories de documents. Il y a les documents militaires, parce que c'est notre cas, et ces documents sont classés en deux grandes catégories. Le secret d'État et le secret défense. Mais pour l'un et l'autre, il y a une durée. C'est-à-dire que pour par exemple, le secret défense, au bout de 60 ans, les archives doivent être libérées. Et nous sommes en dépassement de cette date limite conventionnelle juridiquement établie. Et il continue à maintenir ces documents dans le secret le plus absolu. Ça, c'est déjà un crime contre la loi. D'autre part, le secret d'État
également est jalousement conservé. Vous me direz peut-être pourquoi on ne parle pas du secret d'État. Le secret d'État, s'il était levé, il nous permettrait de connaître le grand nombre de crimes d'État que la France a commis en Algérie, en Afrique et dans d'autres pays qui sont encore sous sa gouvernance. Donc, ce dont a peur la France, c'est d'une notion juridique qui malheureusement n'est pas rentrée dans le lexique du droit international et qui s'appelle le crime d'État. Et justement, Maître Benbarham, que prévoit le droit international dans ce cas précis? Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur la question. Celui qui a été le premier à parler du crime d'État était Maître Vergès. Et nous avons travaillé ensemble. Malheureusement, sa mort a freiné l'évolution du dossier sur le plan international, parce qu'il y avait beaucoup d'avocats qui s'étaient rangés derrière lui et qui ont travaillé la question. Aujourd'hui, c'est la partie algérienne. Donc, c'est nous qui sommes en train de travailler pour faire avancer le droit international. C'est vrai que ça n'est pas facile, mais je suis persuadée qu'on arrivera un jour ou l'autre à établir ce crime qui s'appelle le crime d'État. Et le crime d'État, c'est un crime que nous voyons tous les jours, parce que tous ces crimes, y compris celui pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, à savoir les explosions atomiques en Algérie, n'ont pas été décidés par des personnes isolées. C'est un programme nucléaire orienté, dirigé, programmé, suivi par l'État français en vue de s'installer confortablement dans le club atomique, à savoir le club qui ramasse les puissances atomiques. Ce qui me permettrait de dire en toute aisance que ce crime commis en Algérie a été, évidemment, les victimes sont les Algériens, le lieu c'est le territoire algérien. Des Algériens utilisés comme cobayes aussi. On y arrivera, oui. Donc c'est toute la population qui est... Il y a toute la population, on va y revenir peut-être au long de cet entretien, mais ce que je voudrais dire, c'est que le crime continue, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que ce crime n'est pas un crime inscrit dans un programme limité par un début et une fin. Il y a le début, c'est l'explosion, mais la fin, nous ne la connaissons pas du tout et elle continue. Donc c'est un crime continu puisqu'il continue à produire ses effets et il continue à tuer des êtres humains. Donc aujourd'hui, on peut dire aisément que la France a bâti sa supériorité et sa force et sa puissance sur les victimes algériennes. Elle a produit, elle a construit sa puissance sur la mort qu'elle a ensevelie dans le sol algérien, qui permet aujourd'hui de dire, et quiconque peut le comprendre, que ce crime continue à tuer la nature, l'environnement, les animaux et encore l'être humain par les différentes formes de maladies radio-induites. Donc la puissance de la France est bâtie sur le malheur de l'Algérie. Lorsqu'on me parle de rente mémorielle, moi je voudrais leur répondre que la mémoire que vous voulez oublier, c'est celle qui a fait de vous une puissance mondiale. Si aujourd'hui vous êtes donc reconnu en tant que tel, n'oubliez jamais que c'est sur le dos des Algériens et de cette terre d'Algérie. Et justement, Maître Benbarham, pour étayer un peu cette question, la science atteste aujourd'hui, et plus que jamais, des retombées
à long terme hein, sur la santé, oui, radio-induite, sur la santé de l'humain d'abord, puisque l'être humain, ça nous intéresse en premier lieu. Nous avons, pour en parler, nous avons avec nous Dr Imad Eddine Rodban. Dr Imad Eddine Rodban, vous êtes spécialiste de la médecine nucléaire. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, je vous remercie. Alors, une première question, une simple question, Dr Imad Eddine. Quel est l'impact des rayons radioactifs sur l'ADN? D'accord. Tout d'abord, en tant que scientifique et bien sûr qu'algérien, il est très important de faire tout d'abord la distinction entre les concepts essai et explosion. Et avant d'entamer le sujet, je voudrais juste donner une petite définition entre ces deux concepts parce que c'est très important de faire la distinction. Un essai nucléaire, c'est une expérience qui vise à évaluer l'efficacité et la puissance d'une arme nucléaire avec des programmes de simulation informatique, mathématique dans des labos. Contrairement à l'explosion, qui est un événement physique qui produit des quantités suffisantes de matière fissile, si on les assemble de matière critique, ça va libérer des énergies très élevées. La chaleur, la lumière, les irradiations. Alors pour les irradiations, son effet sur la santé agissent, les rayonnements, ils agissent sur le corps humain en entraînant des lésions sur l'ADN de manière soit directe, soit indirecte. De manière directe, elle va entraîner ce qu'on appelle des mutations. Parce que l'ADN, il porte l'empreinte génétique de la cellule et qui est responsable des différentes maladies radio-induites, parmi lesquelles on trouve en grande partie le cancer. Il y en a d'autres mécanismes qui sont décrits, comme les phénomènes inflammatoires qui sont dus au rayonnement, tels que les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes, si l'exposition est toujours présente et élevée. Merci, Dr Rodban, merci beaucoup. On vous laisse revenir à votre travail. Donc, merci d'avoir répondu à notre question. Maître Ben Braham, voilà une preuve scientifique. L'ADN, l'effet de l'atome sur l'ADN. Aujourd'hui, c'est un nombre innombrable hein, de personnes, d'enfants qui naissent avec des malformations. Que peut-on dire aujourd'hui de cette situation sanitaire, Maître Ben Braham? Effectivement, c'est une situation sanitaire qui était très grave et qui n'a pas délivré tous ses secrets. Parce qu'il faut des enquêtes épidémiologiques, il faut des photos, il y a tout un travail, un énorme travail. Et je pense que cette dernière année est bénéfique en ce sens qu'il y a une mobilisation de la société algérienne, des spécialistes et surtout avec l'avènement de la création dans l'Observatoire de la société civile, donc c'est la société civile qui réagit, et nous avons créé donc le réseau algérien de lutte contre la pensée coloniale et le néocolonialisme à travers le monde, et donc ces questions sont des questions incluses dans ce programme de recherche juridique et scientifique. La science vient toujours au secours de la loi, parce que c'est l'expérience scientifique avérée qui nous permet d'avoir la preuve du crime et de responsabiliser les auteurs de ce crime. Pourquoi le sujet est très important aujourd'hui? Parce que nous avons aujourd'hui la preuve qu'un certain nombre de maladies radio-induites et qui sont tout le temps en augmentation sont reconnues sur le plan international, et donc en Algérie nous souffrons de ce genre donc de maladies et on peut les insérer, donc pas les insérer parce que la liste existe, on peut tout simplement dire que nous avons en Algérie les types de maladies que vous avez reconnues comme maladie radio-induite. La première liste, c'est une liste américaine qui est très développée. La France a été réticente parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître dès le début toutes les maladies radio-induites qui touchent également les Français, les vétérans des explosions atomiques, les scientifiques, etc. Elle évolue
doucement, alors de 13, on passe à 17, mais la liste complète, c'est celle qui existe aux États-Unis, et donc plusieurs maladies ne sont pas reconnues par la France comme maladies radio-induites, parce que ça n'avantage pas la France. Elle doit répondre de toutes ces sortes de maladies. Alors justement, vous me tendez la perche, Maître Ben Brahim, à la suite de la mise en place, l'adoption de la loi Morin en 2010 en France, une commission d'indemnisation des victimes des essais, ce qu'on appelle les essais nucléaires, a été mise en place. Or, quand on se documente, quand on lit un peu les maladies prises en compte ou considérées comme radio-induites, on ne compte qu'une dizaine de cancers, qu'une dizaine de maladies, Maître Ben Brahim. Oui, écoutez, cette loi est un véritable leurre. C'est un mensonge. Nous pouvons en parler très brièvement. C'est ce qu'on appelle une loi conjoncturelle. Pourquoi est-elle conjoncturelle? Parce que c'est une loi qui est arrivée après un combat des vétérans de l'armée française qui ont été atteints par plusieurs types de cancers, et ces cancers sont des cancers radio-induits. Donc, ils sont allés devant les tribunaux français pour demander leur indemnisation ou au moins la reconnaissance de leur maladie comme étant maladie. Premièrement professionnel, puisqu'ils étaient dans un corps organisé, et deuxièmement dû à l'atome. Et vous le savez, l'atome ne pardonne pas. Et là, il y a eu énormément de refus, parce que selon les juridictions, les preuves n'étaient pas assemblées ou rassemblées pour pouvoir pour pouvoir juger une affaire et reconnaître l'effet radio-induit pour lequel ils se battaient. Et donc ils se sont organisés en association qu'ils avaient appelée l'AVEN, donc l'association des vétérans des explosions nucléaires. À partir de ce moment-là, un de mes confrères que je saluerai tout le temps, avec lequel je travaille, c'est Maître Tessonnière. Il a pris en main deux grandes catégories de dossiers. La catégorie de l'amiante, les dossiers de l'amiante, n'est-ce pas? Donc c'est les risques industriels, environnementaux, etc. Et par la suite, le dossier des explosions atomiques. Et il a fait un excellent travail parce que non seulement il s'est attaqué à titre individuel pour défendre les personnes qui se présentaient chez lui, mais après, au titre de l'association, son combat est devenu plus important et plus profond. En ce sens qu'il a, dans un premier temps, attaqué l'institution militaire et devant les chambres administratives spécialisées, mais également devant le Conseil d'État. Et vous me direz pourquoi tout ce travail a été fait. Eh bien, tout simplement parce que les vétérans n'arrivaient pas à obtenir les documents militaires, donc leur livret militaire, les attestations de présence, etc., qui pourraient éventuellement assurer l'avocat et la justice que ces gens étaient bien présents sur cette zone. Et voilà que vient cette loi d'indemnisation qui a été donc initiée par Morin, ministre de la Défense de l'époque, mais comme je vous disais, c'est une loi conjoncturelle, donc c'est le factuel qui a déterminé le juridique. Et donc cette loi, en réalité, quand on veut l'étudier, elle n'apporte absolument rien. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, elle est composée de 3 articles. Le premier article dit que toute personne qui s'inscrit à l'indemnisation doit apporter la preuve qu'elle se trouvait sur les lieux d'un diamètre bien déterminé de 300 km de diamètre, donc 150 km de rayon. Il fallait être présent dans ce rayon, dans ce diamètre, donc dans cette superficie, de 1960 à 1966. C'est-à-dire à une période donnée, parce qu'il y avait des rotations, c'était des jeunes qui venaient pour le service militaire, ils finissaient leur service militaire, ils partaient, d'autres arrivaient, etc. Ça c'est le premier, donc c'est l'élément géographique. Le deuxième point,
il fallait apporter la preuve qu'ils avaient travaillé sur les lieux. Donc d'abord qu'ils se trouvaient sur les lieux, mais qu'ils avaient travaillé sur les lieux. Et là, la preuve du travail sur les lieux, c'est la défense qui devait donc donner. C'est pour ça que Maître Tessonnière avait fait des actions auparavant. Le troisième point qui est intéressant, c'est le fait de dire que les personnes ayant été atteintes par une maladie radio-induite et étant morts, cette loi permet à leurs ayants droit de faire des demandes et d'obtenir réparation. Ce point est extrêmement important pour moi. D'ailleurs, le jour où la loi est tombée, j'ai tout de suite eu le document et j'ai intervenu sur une chaîne française pour leur dire que l'Algérie n'est pas concernée par cette loi. C'est une loi qui est française uniquement pour les Français. Et je viens vous expliquer pourquoi. Ma réponse a été, qu'en est-il des Algériens qui existaient sur ce terrain, sur leur terre, avant 60 et qui ont continué à vivre après 67? Avant 60, c'était des gens sains. Après 67, ils ont vécu avec l'atome. Où est-ce que vous allez les mettre? Comment vous les indemnisez? Est-ce que vous avez pensé à les indemniser? Et là, je m'arrêterai une seconde pour vous rappeler quelque chose. Lorsque je suis allé au Sénat pour défendre l'Algérie, n'est-ce pas, il y avait le ministre comment il s'appelle déjà, le ministre de la Défense, Morin, qui donnait une conférence à Marseille. Et sachant que j'étais là-bas, il a dit, je voudrais arriver, je voudrais être le dernier à communiquer, à faire un point d'ordre, parce qu'on avait demandé à ce que cette loi soit revisitée en incluant les Algériens. Il est arrivé en retard, je l'ai rencontré à la sortie du Sénat, il est venu vers moi, il m'a dit, c'est dommage, j'aurais aimé être là. Je dis, mais pourquoi vous voulez être là? Il m'a dit, c'est pour revenir sur cette loi. Vous avez raison, les Algériens ont été exclus. Si je reprends mon poste de ministre, je vous promets que je vais élargir cette loi. Et je dis, on n'a pas besoin de vous comme ministre, c'est votre problème. On peut dire que c'est une reconnaissance. En même temps, une loi qui reconnaît, mais en même temps, avec les conditions posées, c'est une manière aussi de dissuader, puisque c'est pratiquement inaccessible pour les Algériens touchés par... Bien sûr. Les Français ont des difficultés. Alors, qu'en serait-il de... Ceci témoigne de l'opacité, de la manière dont est traité le dossier Nasser Ahmed Jadel. Oui, le débat continue avec vous, Maître Benbrahim. Nous avons contacté par ailleurs le directeur d'ICANN France, la branche France de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel 2017. La France à l'époque avait connaissance des effets de la radioactivité. On écoute la réponse de Jean-Marie Le Collin. Le 6 et le 9 août 1945, les États-Unis ont rasé 2 villes, Hiroshima et Nagasaki, avec les 2 premières armes nucléaires. Pour la première fois, l'être humain a utilisé son puissance sans commune mesure, et assez rapidement, dans les années qui ont suivi, Je peux rebondir avec la préméditation. Oui, à comprendre les effets extrêmement rapides, nocifs et conséquents sur l'être humain et l'environnement de la radioactivité. Est-ce qu'on peut dire on ne peut pas nier qu'en 1960, voilà, la question est là. Qu'elle refuse de reconnaître. Du coup, aux yeux des Nations Unies, non? Ça, c'est ce qu'on va dire après, avec la naissance mais il est impossible de nier qu'en 1960, les autorités françaises ne savaient pas quelles étaient les conséquences de la radioactivité sur l'être humain et l'environnement, et donc la possible mise en danger de populations, que ça soit aussi bien ses propres soldats, ses propres militaires, les propres civils français qu'elle employait et qui sont venus dans le Sahara, que les populations, bien évidemment, qui vivaient autour de Regan, de Hineker, de Hadrar, par exemple, ou encore de Taman Rasset. Donc ça, c'est un point important. L'État français n'a finalement reconnu des problématiques, des accidents comme celui énoncé de Beryl, par exemple, que très très tardivement. En réalité, on commence à avoir une pleine histoire de la problématique des essais nucléaires dans le Sahara et en Polynésie française, où la France a réalisé un total de 193 essais nucléaires. Mais on commence à avoir ces informations que depuis véritablement le début des années 2000, sur ce que l'État français savait, sur ce que l'État français a nié en termes de conséquences, sur
le fait que l'État français n'a pas dit toute la vérité aux différentes périodes de l'histoire de ces essais nucléaires. Maître Benbarahim, justement, est-ce qu'on peut dire que la France agit avec préméditation, une préméditation qu'elle refuse de reconnaître? Mais bien sûr, on ne peut pas faire un programme aussi lourd, aussi important, qui intéresse l'État français, qui le projette dans le club des puissances atomiques, en pensant qu'il ne connaissait pas les conséquences et il ne savait pas qu'il avait pris en otage des populations. Donc, et des cobayes humains. Mais bien sûr, bien sûr. On savait pertinemment les tout effets, on s'attendait à ça. Oui, mais ils ont été pris en otage bien avant. D'ailleurs, nous en avons parlé dans la conférence qui s'est déroulée le 20 janvier 2014 au Sénat, et j'étais avec mon ami Colin, Patrice Bouvray, et surtout celui qui nous a ouvert les yeux et les portes sur le drame du nucléaire en Algérie, c'est Bruno Barillot, que Dieu ait son âme. Il est mort, mais nous étions très très fiers de lui, et que Dieu lui donne une place dans son paradis, parce que ce qu'il a fait pour l'Algérie, c'est un travail incommensurable. Donc, vous êtes au Sénat, vous avez animé une conférence en 2014. Oui. Maître Benbarahim, pour aller direct au vif du sujet, quelle a été la réaction? Vous avez dénoncé, vous avez apporté des faits, vous êtes parti avec un dossier complet. Quelle a été la réaction des membres du Sénat à l'époque? Eh bien, il n'y avait pas que les membres du Sénat, il y avait surtout les ministres de défense de plusieurs pays qui avaient l'arme atomique et des ministres de pays qui avaient subi l'arme atomique. Et ça a été une surprise. Effectivement, ça a été une grande surprise, parce que l'Algérie n'avait jamais été conviée, l'Algérie n'avait jamais pris part à quoi que ce soit, et ce crime continue en Algérie. Eh bien, les gens et les ministres et les pays n'en savaient pas grand-chose. Et d'ailleurs... c'est un chapitre des plus sombres et des plus méconnus, tout à fait. Finalement. Donc en fait, ce jour-là, nous avons vraiment inscrit l'Algérie comme pays victime des explosions atomiques. Et il y a eu un nombre incommensurable de chercheurs et de revues, de directeurs de revues qui étaient présents et qui avaient pris donc ma communication, qui avait été dupliquée en plusieurs exemplaires, oui, parce qu'ils venaient de découvrir une vérité qu'ils ignoraient. Mais pour ma part et pour mon pays, j'ai profité de cette occasion pour présenter certains points, certaines demandes, nous sommes en 2014, certaines demandes qui sont actuellement inscrits et dans notre programme et dans le leur, mais qui ne sont pas toutes réalisées. Si vous acceptez, je peux vous dire quels sont les points que nous avons développés pour le compte de notre pays. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Très bien. Alors voilà, le premier point, c'était la lever le sceau du secret défense sur toutes les archives se rapportant aux explosions et expérimentations nucléaires françaises au Sahara algérien, afin qu'elles servent de document de référence aux chercheurs et experts, ainsi que pour, petit a, connaître le nombre d'Algériens PLO et PLBT impliqués dans le programme nucléaire français. B. Connaître la population sédentaire et nomade concernée par les conséquences sanitaires des explosions nucléaires françaises. C. Localiser et délimiter tous les lieux des explosions et expérimentations nucléaires. D. Localiser le matériel contaminé et l'indication exacte des endroits d'entreposage des déchets radioactifs enfouis ou laissés sur place après le départ des Français en 1967. Deuxième point, assurer le suivi médical des différentes victimes des rayonnements ionisants par la construction par la France de structures sanitaires spécialisées pouvant prendre en charge les pathologies radio-induites des victimes des explosions nucléaires français et leurs descendants
et ce, depuis le stade de diagnostic jusqu'à la prise en charge adéquate, tel qu'il a été préconisé dans les cas similaires Polynésie, Japon, USA, Australie. Vous constaterez, je m'arrête une seconde, que la défense des descendants, c'est nous qui l'avons inscrit en 2014 et elle est venue dans un texte donc de 2010, la loi Morin. Troisièmement, indemniser les victimes algériennes à l'instar des modèles USA, Marshall, Australie, France-Polynésie selon le principe du parallélisme des formes, c'est-à-dire vous faites pour nous ce que vous avez fait pour les autres. Quatrièmement, contribuer à la mise en place d'un système de surveillance des sites et des explosions à l'instar de ce qui a été réalisé en Polynésie française et dans d'autres régions du monde. Cinquièmement, contribuer à la formation des spécialistes algériens en décontamination et enfin, nettoyer et réhabiliter les sites des explosions d'Urgen, Hamoudia, Regen Plateau, Inker, Tawiret Tenefla et Tawiret Ten Ataram. C'est ça les points que nous avons développés lors de cette conférence internationale sur le désarmement nucléaire. Maître Bambalam, la France ne reconnaît que 2 victimes alors que l'on compte 42 000 victimes. Beaucoup plus que ça. On compte beaucoup plus que ça. On n'a pas le nombre exact, mais ça se compte à des dizaines de milliers. Alors, ces 2 victimes qui font polémique et qu'on veut nous faire admettre comme étant des victimes algériennes. Effectivement, ce sont des Algériens, mais des Algériens qui étaient engagés dans l'armée française, qui étaient dans... quand on dit dans l'armée française, ils étaient au service de l'armée génocidaire. Donc on ne peut pas les comptabiliser au titre des victimes civiles. Des victimes civiles. Et ça n'a pas été facile, parce que malgré ça, l'indemnisation est arrivée après leur décès. Et c'est leurs épouses qui ont fait des actions judiciaires pour pouvoir avoir une indemnisation. Je ne sais pas quel est le montant de l'indemnisation, mais c'est une de mes consoeurs qui a fait effectivement la procédure judiciaire pour les accepter dans le cadre donc d'indemnisation des victimes. C'est la loi de la politique de poids de mesures qui se confirme encore. C'est 2 poids et 1000 mesures. 2 mesures, ça serait trop bien. C'est 2 poids et 1000 mesures. Ouais, c'est l'impensable. C'est vraiment. S'il s'agit d'Algériens, on n'indemnise pas. Tout à fait. Alors vous voyez, moi quand j'entends certains Français parler de rente mémorielle, je leur dis, visitez votre mémoire et on saura qui parle de rente mémorielle. C'est vous, par votre silence, qui maintenez la mémoire au fond des tiroirs. Mais peu importe le tiroir dans lequel vous maintenez la mémoire algérienne, elle surgira aujourd'hui ou demain. Alors on revient, pour revenir un peu sur les points que vous avez évoqués à l'instant, vous avez parlé de décontamination, la décontamination qui est une responsabilité de l'auteur de ces c'est une responsabilité directe. Donc de la France. Tout à fait. Et justement, nous avons posé la question à Jean-Marie Collin, donc le directeur de ICAN France, à propos de cette responsabilité de décontamination. On écoute ce qu'il en pense. Sur la question de la décontamination des sites, l'État français, jusqu'à présent en tout cas, n'a pas encore fait acte de transparence sur les zones où elle a notamment enfoui, avant de quitter ce territoire entre 66 et 67, elle n'a pas fait acte de transparence en ne transférant pas l'ensemble des données, l'ensemble des localisations, l'ensemble de matériels qui ont été largement enfouis sous le sable. Ça fait partie des choses que j'ai révélées avec ICAN France dans une étude qui s'intitule « Sous le sable de la radioactivité », puisque des tonnes de matériel, des morceaux de chars, d'avions et d'autres types de matériel ont été rapidement enterrés. Il est une nécessité, une obligation que l'État français apporte ces différentes informations pour pouvoir mettre ces systèmes en sécurité, éviter que ça ne continue de créer des problématiques environnementales et humanitaires, puisqu'on est bien face à des problématiques de santé et il est urgent de répondre à ces actions-là. L'État français
peut, avec l'État algérien, dans un cadre bilatéral, travailler ensemble et réaliser des accords bilatéraux pour pouvoir mettre en œuvre ces actions de nettoyage, de protection, d'information. L'État algérien peut donc essayer de poursuivre malgré le fait que l'État français reste muet. Et pour abonder dans le même sens, Maître Benbrahim, la France qui refuse son passé colonial et continue de se voiler la face, sa responsabilité est totalement engagée, une responsabilité morale et juridique, Maître Benbrahim. Et politique. Et politique également. Oui, tout à fait. Il y a un principe de droit international qui est connu, c'est une loi que la France a signée, c'est la loi du pollueur-payeur. Et donc, c'est le meilleur pollueur-payeur. Voilà, oui, oui, c'est le plus grand. Donc, en vertu de cette loi qui a été adoptée, donc c'est une loi internationale par la France et qui figure dans ces codes, donc ça devient maintenant un instrument juridique à utiliser en cas de besoin et dans le cas d'espèce, c'est vraiment le moment de l'utiliser. Donc, en vertu de ce texte, eh bien, la France est obligée de venir nettoyer, de venir désinfecter. Elle vient désatomiser. C'est son devoir, ce n'est pas le devoir de l'Algérie. Et d'ailleurs, je pense que le président a vu juste en disant « je n'ai pas besoin de votre argent, j'ai besoin que vous faites votre dépollution ». Et moi-même, je pense qu'en 2014, j'avais raison de dire, de placer donc comme point culminant des revendications que la société civile faisait pour la France, et justement, étant donné que le monde entier était présent, donc la vulgarisation de ce que nous avons demandé, donc c'est nettoyer le sol algérien, mais en plus de ça, former nos Algériens à cette pratique, parce que peut-être, je ne sais pas, mais je pense, maintenant ça a évolué, mais à l'époque, on ne savait pas, et on ne pouvait pas savoir, et même aujourd'hui, nous avons des difficultés, parce qu'il nous faut les cartes des enfouissements. Justement, aucune carte de cartographie précise des sites d'enfouissement des déchets radioactifs et chimiques n'a été rendue publique jusque-là par les autorités françaises. Tout à fait. Alors, je vais vous dire, ce qui s'était passé dans ces régions, c'était une guerre nucléaire à l'échelle minuscule. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait venir des avions, des chars, des engins militaires, des bateaux. Tout ça, c'est pour faire une expérience, c'est-à-dire en cas de guerre, comment ils allaient réagir à partir donc de cet arsenal militaire. Et ce que je n'ai jamais pu comprendre jusqu'à présent, j'ai beau chercher, je n'arrive pas à comprendre, l'installation nucléaire en Algérie, c'était une grande ville, c'était énorme. Il y avait donc des aéroports, il y avait des routes, il y avait des canaux, il y avait des installations électriques énormes. Comment ont-ils fait pour faire disparaître tout ça ? Le seul port qui leur avait été permis d'emprunter pour sortir, c'était le port d'Oran. Et aucune archive algérienne ne montre qu'ils ont pris avec eux tout cet arsenal. Donc il est bien enfui ici. Mais où? J'espère toujours que la recherche scientifique nous permettrait d'identifier à partir de satellites ou autre chose où ils les ont enfuis. Mais vraiment, c'est un travail titanesque parce que c'était des bâtiments de 5 et 6 étages qu'ils ont démantelés. C'est des avions qu'ils ont démantelés et enfuis. À quelle profondeur? Et c'est des tunnels aussi qui ont été creusés, des laboratoires qui ont été mis en place. Ils ont mis parfois des bouchons de béton, mais pas dans tous les tunnels. Et d'ailleurs, les jeunes Algériens qui en 71 sont allés faire leur service militaire et qui ne savaient pas ce qu'il y avait, s'amusaient à jouer dans les tunnels, à toucher des choses. Et moi, j'ai eu donc le cas d'une personne qui était rentrée à l'âge de 20 ans, fluet, mince, très élégant. Il en est ressorti
avec une hauteur de 2,7 m, avec une corpulence, c'est-à-dire les os, ces os ont, je dis pas doublé, triplé, quadruplé de volume. C'est devenu un véritable monstre. Son visage était complètement tordu. Vous savez, la force de l'exposition à l'exposition au nucléaire. Oui. Alors, vous savez, ces mains, qui étaient des mains d'un individu normal, quand il venait me voir dans le bureau, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions pour garder, pour la pérennité, pour l'histoire, le cas de ce personnage, il avait une main qui n'était pas loin des 35-40 cm de long et peut-être presque 30 cm de large. Une véritable pelle, ça n'était plus des mains. Et sa taille était énorme. Je vous dis que quand il rentrait, il était obligé de baisser la tête pour rentrer par la porte. Ça, c'est une mutation de ces cellules osseuses. Et il traînait comme ça 5 ou 6 cancers. Nous avons fait des demandes à la France avec des dossiers complets en leur disant voilà ce qui se passe. Alors ils ont dit, la réponse a été dramatique, mais très importante et très intéressante. Ah, ça n'est plus notre problème, c'est le problème de l'armée algérienne. Non, c'est pas le problème de l'armée algérienne, c'est votre problème. C'est vous qui avez empoisonné ce sol et ce monsieur est une victime naturelle, n'est-ce pas, algérien dans son pays, c'est une victime tout à fait naturelle de vos explosions atomiques. On peut parler aujourd'hui, Maître Ben Braham, d'absence de volonté politique de la part de la France, du côté français, certainement, pour justement aller traiter, ouvrir ce dossier et reconnaître et décontaminer, Maître Ben Braham. Oui, effectivement, vous savez, quand on, comme je le disais au début, quand on construit sa grandeur sur l'assassinat, sur la mort, et qu'on ne veut pas reconnaître, eh bien, cette France, une fois qu'elle aura reconnu, laissons au monde d'apprécier sa véritable valeur. Elle serait toute petite. Et voici une des incidences que la France utilise pour se cacher et cacher son crime. Deuxièmement, le coût. Le coût est très important. Et donc aujourd'hui, la France a-t-elle les moyens de le faire? Je dis toujours dans mes conférences, mais c'est quoi cette France? 1830, elle prend le trésor d'Alger pour s'enrichir et enrichir son trésor public. Par la suite, elle nous a pris toutes nos richesses pour construire son économie. Aujourd'hui, en 1830, je vous reprends, Maître Ben Braham, la France est entrée en Algérie avec des bombes incendiaires. Hein, c'était déjà des armes chimiques à l'époque. Pour reprendre professeur Mansouri, qu'on n'arrive pas à joindre malheureusement, on aurait beaucoup compté sur son témoignage et son approche, ses études, ses recherches. C'était une entrée avec l'usage de bombes incendiaires. Disons que ça, c'est un autre sujet que nous avons intitulé la bataille de Staoueli. Et c'est à partir de cette bataille, qui est la mère de toutes les batailles, qu'on pourrait voir ce que les bateaux ont ramené. Mais je pense que c'est un autre sujet. Pour notre sujet actuel, chaque fois que la France s'est trouvée à genoux, c'est l'Algérie qui est venue à son secours pour la relever. Aujourd'hui, la France, on doit lui dire qu'elle a une dette et une ardoise énorme vis-à-vis de l'Algérie qu'elle n'a toujours pas soldée. Alors justement, on revient un peu sur votre communication. En 2014, vous avez été invité par le Sénat français pour animer une conférence autour de la question, les explosions nucléaires. Vous nous avez cité quelques points que vous avez exposés lors de votre conférence. Comment les politiques français ont-ils perçu cette communication? Est-ce qu'il y a justement une validation de ce que vous avez présenté ou une opposition à ce que vous avez demandé? Non, il n'y a pas eu... Parce que dans la salle, il y avait des gens qu'on reconnaissait comme étant ceux de l'extrême droite à travers le questionnement qu'ils m'avaient fait. D'abord, c'était la seule communication qui avait été applaudie par toute la salle 4 fois.
Et ça m'avait fait vraiment plaisir, ça m'a donné du baume au cœur. Ce qui veut dire que cette conférence avait accroché les gens qui étaient là-bas parce qu'ils venaient de découvrir une vérité que la France avait toujours cachée. Mais à la fin de la conférence, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui se sont levées pour poser des questions. Vous savez comment ça se passe, c'est tout à fait normal. Et leurs questions allaient toujours dans le même sens. Il y en a un qui m'a dit « Oui, mais c'est vous qui avez voulu ». J'ai dit « Je note votre question ». À une deuxième « Oui, mais c'est dans les accords d'Évian ». Oui. Troisième question, mais les explosions ont continué après 62. Alors j'ai dit, maintenant, ça y est, vos questions sont là, je vous réponds. Premièrement, ce programme français a été initié par la France coloniale. Nous n'étions pas encore libres. Deuxièmement, entre l'année 60, le président français a pris par décret la reconnaissance, un décret qui reconnaissait que l'autodétermination. Oui, mais il disait, ce qui est important, il disait que les Algériens étaient de véritables combattants pour leur autodétermination. Donc on a enlevé le caractère criminel de flaga ou de terroriste. Donc à partir de ce moment-là, la France n'avait aucun droit de faire quoi que ce soit en Algérie, parce que nous étions en train d'amorcer l'indépendance de l'Algérie. Et puis il y avait un décret, là, il faudrait le respecter tout de même. Au cours même des négociations. Tout à fait. Alors, le deuxième point, je réponds en disant, mais attention, est-ce que vous avez lu les accords d'Évian? Avant de venir parler et de reprocher à l'Algérie d'avoir accepté les accords d'Évian, dans les accords d'Évian, les explosions atomiques, est-ce que vous les avez lus? Parce que la lecture des accords d'Évian me permet de dire simplement qu'il n'y a à aucun moment le terme explosion atomique, expérience atomique ou essai atomique. Les accords d'Évian parlent simplement d'expérience scientifique. Alors il y avait 3 programmes. Il y avait les expériences chimiques, les expériences donc qu'ils appellent scientifiques, mais qui en fait étaient des expériences atomiques. Et il y avait l'expérience aéronautique, parce que si aujourd'hui la France dit oui, nous avons une fusée aérienne, une industrie, oui, mais qu'ils sachent que ça s'est passé en Algérie, que c'est la terre de mes ancêtres qui leur a permis d'expérimenter cette fusée dont ils sont si fiers. Donc elle est d'abord algérienne avant d'être française. C'est un mensonge d'État. Tout à fait, tout à fait. Alors là, vous faites bien de me parler du mensonge d'État. Écoutez, la politique française est entièrement basée sur des mensonges. De 1830 à 1962 et après 62. La France a toujours menti. Elle n'a jamais eu le courage de dire la vérité. Parce que c'est un État criminel qui n'a jamais cessé de faire des actes criminels dans tous les pays où elle se trouve. Ce crime est un crime sociologique, c'est-à-dire sur la société, économique, politique. Partout où la France passe, elle rase la vérité, elle rase la dignité, elle rase la vie humaine, elle rase la vie animale et elle ramasse tout ça pour en faire sa fierté, la puissance coloniale. Quitte à déroger aux résolutions onusiennes et travailler dans la clandestinité, notamment sur le dossier du nucléaire militaire, Maître Benbraham. Mais bien sûr, vous savez, il est peut-être important et intéressant de revenir sur un des plus gros mensonges. La France n'est pas la maîtresse de l'arme nucléaire. Je l'ai dit il y a 10 ans parce que je l'ai trouvé dans des documents extrêmement secrets. Mais aujourd'hui, il y a des scientifiques qui en parlent sur les médias et donc c'est devenu une question d'ordre public et on peut en parler. Si nous avons quelques minutes, je peux vous dire comment cette bombe a été donc montée. Nous avons l'État, je dirais l'État hébreu, parce que nous avons donc et je voudrais respecter l'entité sioniste, avait demandé, c'est les chercheurs juifs qui ont eu la formule de la bombe atomique. Tous les calculs ont été faits chez eux. Mais à un certain moment, ils ne pouvaient pas construire la bombe. Donc ils ont fait un deal avec la France.
Il leur a dit, venez, construisez-nous la centrale de Dimona et nous allons vous montrer comment vous allez enrichir l'uranium pour faire une bombe atomique. Donc, la France, voulant faire cette bombe atomique, mais n'ayant pas la connaissance, a fait un deal avec les sionistes. Et donc, sur le plan de la technologie, les sionistes ont donné la technique, mais après que la France ait construit Dimona, parce qu'ils avaient peur que la France prenne la technique et ne fasse pas, donc ils ne se font pas confiance. Alors, il y avait à l'époque Francis Perrin, n'est-ce pas, qui avait discuté avec les sionistes, et donc la décision de faire cette bombe devait passer par lui. Mais c'était une action extrêmement secrète. Oppenheimer, qui était donc un scientifique, un politique israélien, enfin, excusez-moi, disons sioniste, avait donné main forte aux sionistes en leur disant « Allez-y, faites construire la bombe par la France ». 1958, De Gaulle arrive au pouvoir et il découvre l'histoire. Alors, comment il a découvert l'histoire? Un jour, il se trouvait à son balcon à l'Élysée et il voit une petite de chevaux avec un homme, cheveux ébouriffés, sortant de la voiture et marchant à petits pas derrière quelqu'un. Et il dit, que vient faire cette voiture à l'Élysée? On lui dit, Monsieur le Président, vous savez, cette voiture, c'est celle qui a ramené le chercheur qui est en train de fabriquer pour nous la bombe atomique. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Dépêchez-vous, débarrassez-moi cette voiture et cet homme avant que quelqu'un n'apprenne ce qui se passe à l'Élysée. Et donc, Couvet de Murville, qui était le premier ministre de Gaulle à l'époque, il ne sait plus quoi faire. Il appelle Shimon Peres et il lui dit, écoutez, il faut arrêter le programme de la bombe parce que de Gaulle n'en veut pas. Et là, ça fait un gros bruit. Golda Meir s'en mêle. Elle dit, je vais rencontrer Couvet de Murville. Et elle est allée. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, est-ce que vous avez envie que tous les pays arabes sachent que nous travaillons ensemble contre eux? Et là, il ne sait plus quoi faire. Il accepte. Il accepte, mais sans dire à De Gaulle. Mesmer est arrivé par la suite et la bombe étant fabriquée donc sur les conclusions chimiques et la technologie sioniste, donc elle a été fabriquée en France. Et évidemment, dans le programme, il y a énormément de sionistes. Et la première bombe a été donc fabriquée. Et ils ont fait des essais au début, c'était 6 mois. Ils avaient appelé ça 6 mois. De 6 mois jusqu'à 96. Mais on va s'arrêter une petite seconde sur ce point. C'est des faits documentés, maintenant. Mais bien sûr. Non, mais c'est des faits qui sont tout à fait... Des documents à l'appui, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des documents secrets. Hein. C'est maintenant que ce secret est en train de se lever parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes et ils parlent de la naissance de la bombe. Alors vous allez peut-être me dire, mais Ergen, pourquoi Ergen? Au début, ils ont essayé de faire exploser leur bombe en Corse et dans d'autres régions françaises et les Français ont dit refus catégorique. Mais le choix de Ergen, ce n'est pas un choix français. C'est un choix de l'entité sioniste. Parce que l'histoire révèle que il y avait déjà énormément de juifs sur la région de Ergen. Elle leur appartenait en grande partie, disons. Mais il y a eu un grand chef religieux et militaire qui s'appelle Sheikh el-Marili. Et il leur a fait une guerre et il les a exterminés jusqu'au dernier. Et lorsqu'ils sont partis, vous savez que le juif est haineux. Il n'oublie pas, il est rancunier. Lorsqu'ils sont allés donc en terre, je dirais, de Palestine,
ils n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais oublié cela. Et c'est pourquoi ils ont demandé à la France de faire exploser cette bombe dans la région qui leur paraissait la meilleure. La France ne savait pas que ce choix était prémédité. Pour eux, c'est une région, comme le disait Moche en 1957 devant l'ONU, c'est une terre où aucune forme de vie humaine ou animale n'existait. Donc ils ont fait exploser leur bombe, mais c'est une revanche des sionistes contre l'Algérie et contre le combattant El Marili. Alors, au moment, juste pour clore l'émission, c'est très passionnant, Maître Ben Brahim, toutes ces données, toute cette virée dans l'histoire aussi, ces 25 ans aussi de combat et de militantisme. Maître Ben Brahim, c'est un dossier qui vous tient à cœur. On aura l'occasion de revenir sur en détail, en détail sur la question, pour revenir un peu sur la région de Guen, alors que la France prétendait qu'il n'y avait pas de population, qu'il n'y avait pas de vie, donc on pouvait éventuellement opérer des explosions. C'est un mensonge du moment que à Guen, les populations vivaient déjà, et dans toute la région, du blé, de la plantation. Au moins 40 000 personnes. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'un rapport secret qui a été jeté sur le net en 2005, où justement, il y a 2 points à retenir. Premièrement, aucune des expériences, selon eux, je mets le terme qu'ils avaient utilisé, n'était réussie, c'est le premier point. Et le second point, ils reconnaissent, n'est-ce pas, leur grande criminalité sur la région, et je ne sais pas si on a, c'est dommage, nous n'avons pas le temps pour dire la réflexion d'Yves Rocard qui est extrêmement importante. Elle nous prend une seconde si on peut. On vous écoute. Allez, d'accord. Alors, Rocard dit: les mesures que l'on aurait aimé faire à l'instant sur la bombe du 13 février 1960, dite Gervoise bleue, ont toutes échoué en raison de la gaucherie de la préparation, confiée à des jeunes gens instruits et capables évidemment, mais maladroits et novices. Il continue: le bilan des mesures faites sur le territoire à l'instant zéro par le service essai se révèle assez lamentable. Et je crois que c'est très édifiant ce que disait Rocard. Merci Maître Ben Brahim, avocate et militant des droits de l'homme. C'est avec vous que prend fin ce débat très passionnant et très enrichissant. Je rappelle également qu'il y avait pour l'animation de ce débat, de cette émission spéciale consacrée au 65e anniversaire de la première explosion nucléaire française dans le Sahara algérien, Hanan Seissi. Nous avons eu également au téléphone Dr Imadeddine Rodban, spécialiste en médecine nucléaire. Dommage pour le professeur Ammar Mansouri qui n'était pas disponible. J'espère qu'on l'aura lors d'une prochaine émission. Hanan. Et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir et de détailler encore plus ce dossier et tant d'autres dossiers de l'histoire et de la mémoire nationale avec Maître Ben Brahim, bien évidemment, et avec tant d'autres chercheurs et passionnés qui se sont donné le mot aujourd'hui pour écrire notre histoire. Nasser Ahmed-Jadel, Maître Ben Brahim, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et merci aussi à Aïcha Mer qui était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis.